La discipline du 800 mètres est à la croisée des chemins entre les qualités du sprint et de l'endurance. Alors comment faire pour maximiser tes performances et savoir quels aspects travailler en priorité? Dans cette vidéo détaillée, mon ami et collègue Maxime, entraîneur professionnel et formateur de coach dans le demi-fond, te donnera ses 3 meilleurs conseils pour progresser sur le 800 mètres. On attaque tout de suite avec la présentation de Max. Bon, bienvenue à tous dans cette présentation sur le 800 mètres. 800 mètres sprint ou endurance. Trois éléments clés indispensables pour performer. On va passer un petit peu à travers la littérature pour comprendre un petit peu cette discipline particulière. Donc, c'est vraiment une discipline à part. En termes de, en termes de temps de course, on est sur 1 minute 45 pour les hommes, moins de 2 minutes pour les meilleures femmes. Ça a toujours été classé comme une discipline de demi-fond. Si on va sur World Athletics, c'est sous Middle Distance Running. Mais ce qui est très intéressant quand on va regarder l'histoire du 800 mètres, l'histoire des grandes dominations, c'est que ça a été dominé par différents profils au cours des dernières décennies. Donc sur la décennie 30-50, alors ça peut être 30-60, je ne sais plus exactement, mais c'est écrit 30-50 dans Thierry Chauffin et Hall de 2015. Plutôt des profils 400-800, on se rappelle le doublé d'un Cubain dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, pendant les Jeux Olympiques de Mexico, qui gagne le 400, qui gagne le 800. Le seul à l'avoir jamais fait, sauf erreur. Ensuite, on a, dans les années 80, 90, une domination des coureurs spécialistes du 800-1005 matérialisé principalement par Sébastien Coe et Steve Ovett, qui étaient les deux grandes stars du demi-fond mondial, pardon. Sébastien Coe qui a toujours la troisième meilleure performance de l'histoire, trois ou quatrième, une 41,93 sauf erreur, en Hmm. 1980, donc ce qu'on appelle une belle course. Tu vois, il y avait des doublés 800, 1500 dans cette période? Ouais, il courait aussi le 1500, il était dans les meilleurs du monde sur les deux disciplines. Il y en a qui ont gagné les deux? Je sais pas je crois qu'il a jamais gagné les deux dans les mêmes championnats, mais Ouais, dans sa carrière, il a gagné les deux. ok, intéressant. Je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il a gagné les deux, soit les mondes, soit les jeux, en tout cas sur les deux distances. Hmm. Je suis pas sûr que ce soit pendant le même championnat. Et c'est seulement à partir des années 90, comme tu le mets sur ta slide là, que les vrais spécialistes du 800 ils commencent à arriver, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout par Wilson Kipketer, en fait, qui a couru une 41-13, qui reste le deuxième meilleur performeur de l'histoire à l'heure où on parle. Euh, Kenny en naturalisé danois, qui était vraiment le spécialiste magistral du 800 mètres. Et on a vu l'éclosion de vrais spécialistes de cette discipline. Hmm. Je pense, si on fait un petit détour à la physio un petit entorse à la physiologie par la sociologie, je pense qu'il y a aussi le marché du travail athlétique a changé sur cette Hmm. période-là. Depuis Ok. 90, on a vraiment un marché professionnel de l'athlète qui s'est développé avec des coureurs qui ont un cahier des charges finalement, qui sont catégorisés comme spécialistes du 800. Et du coup, dans les gros meetings qui sont rémunérateurs, ben, ils doivent courir du 800 parce qu'en fait, c'est là où ils ont des possibilités de gagner de l'argent, etc., etc. Hmm. Donc, Hmm. il faut aussi, toujours quand on clusterise les gens, il faut le prendre dans une perspective globale et pas seulement se dire, OK, c'est un spécialiste du 800. Point. Ça marche. C'est bon à savoir. C'était pour la petite anecdote. Donc là, on va essayer de passer un petit peu et rapidement et succinctement sur les demandes. En fait, on va faire une analyse de la tâche du 800 mètres au niveau énergétique, au niveau mécanique, les implications que ça a, etc. Je précise que c'est un succinct et un survol, hein, c'est pas la toute grosse revue de littérature. Ceux que ça intéresse, je leur enverrai ma thèse euh, pour plus de détails. Donc bon, d'un point de vue énergétique, bon, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'on doit parler du système aérobie, anaérobie comme deux choses distinctes? Je suis parti du principe que là, c'était égal. C'est juste pour montrer un petit peu qu'on est en fait sur une durée où il y a quelque chose qui change finalement. On est sur un point de transition. C'est égal que ça soit 60, 40, 70, 30, 50, 50, que ça soit les termes exacts ou pas. Finalement, il y a quelque chose qui se passe sur ces distances-là, puisque sur 15 secondes d'écart, des différences significatives sont notées entre les gens. Et en fait, Hmm. c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'entraîneurs, Ouais. à moi. Donc voilà. Et en gros, on peut dire, juste pour donner un ordre d'idée,
Ça se court à peu près à 120 à 140% de la vitesse critique, ce qui nous donne un peu un ordre d'idée de l'intensité, du spectre d'intensité. On sait que c'est dans le domaine sévère. Quoi qu'il arrive, c'est... Quoi qu'il arrive, tu es dans t'es dans le haut du domaine sévère, Hmm, t'es dans la douleur. Ça, c'est. Voilà. c'est ça. C'est pas une discipline qui est facile de ce point de vue-là. Non. De tous les points de vue, en fait. C'est ce qu'on va voir. En termes de volume d'entraînement, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les méta-analyses qui ont été faites par tous ces gens brillants que je cite sur cette slide, c'est que le premier point, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence en termes de nombre d'heures entre les coureurs de fond et les coureurs de 800. Donc, coureur de fond, on considère dans la littérature à partir du 5000 mètres, demi-fond, ce serait 800 1005. OK. Donc, pas de différence en termes de nombre d'heures, mais une différence significative en termes de nombre de kilomètres. Hmm. Donc, j'ai fait une moyenne de tous les gens de toutes ces méta-analyses. On serait autour de 80 km semaine pour les coureurs de 800 mètres. Alors que pour les coureurs de 1005, on est plus proche de 135, 140 et les coureurs de 5000, 10 000 plutôt 160. Hmm. Et c'est des moyennes annuelles, hein, je précise. Donc, forcément que on connaît la sensibilité de la moyenne par rapport aux valeurs extrêmes, etc. Donc, voilà, donc, si on a moins de kilomètres, mais qu'on a le même nombre d'heures, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui font que les coureurs de plus long font pas. Ce qui est souligné par Thomas Haugen, c'est principalement le travail de saut et de force qui diffère. Et du coup, ben, automatiquement, même nombre d'heures, moins de volume de course, plus de travail de force et de saut implique une distribution d'intensité, donc le TID, différent. Hmm. Et pas sur du polarisé 80-20 ou 90 même sur certains marathoniens. On est plutôt 70-30, voire même 60-40, voire même 50-50, je pense, honnêtement, Et, selon les philosophies d'entraînement. et là aussi, j'imagine, ça varie au cours de l'année selon les phases de travail. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Ça varie sur plein de facteurs, mais c'est clair que là, c'est une moyenne annuelle qui a toutes les faiblesses. Mais en fait, on voit que le travail de volume est fait en amont pour diminuer progressivement et arriver vers de la haute intensité. Hmm. Et il y a aussi la philosophie de l'entraîneur, hein. La philosophie nordique est très différente de la philosophie française sur l'entraînement d'une même discipline. Mais voilà, ça, c'est pour donner un peu un ordre d'idée en termes de volume général, ce que ça représente. Sauf erreur, dans Haugen et Hall, les meilleurs du monde, c'est 500 heures par année. 5 ou Ok. 600. Je suis plus sûr de ça, il faudrait recontrôler. En termes de contraintes mécaniques, donc, on a une très, très, très forte corrélation entre la vitesse maximale mesurée sur 20 mètres, 50 mètres et 200 mètres et la performance sur 800 mètres. Donc, schématiquement, plus on est rapide sur des distances courtes, plus on sera rapide sur 800 mètres. Évidemment, la capacité à maintenir ce haut niveau d'intensité est nécessaire, clairement. Et pour maintenir ce haut niveau d'intensité d'une vitesse maximale déjà très élevée, il faut une foulée économique et forte. Le 800 mètres, si on prend le spectre vitesse, va se courir plutôt entre 80 et 85% de MSS, pardon, qui est Hmm. Maximal Sprinting Speed, qui est mesuré, ça dépend les auteurs. Voilà. Évidemment, les scientifiques du sport sont pas d'accord de se mettre d'accord, ça c'est un autre problème. Toi, tu utiliserais quelle distance et pourquoi? Moi, j'ai utilisé 20 mètres avec... Non, 30 mètres avec 20 mètres lancés. Voilà, pardon, je sais jamais. 30 mètres avec des parts lancées et tu prends la V max, la V peak comme référence, ou la moyenne, La moyenne sur les 30. sur les 30. Ok, Je prends ça ça marche. parce que, en fait, quand je regarde les corrélations, on me dit ben, c'est entre 20 et 50 mètres, il y a vraiment une forte corrélation. Hmm. Tu dis que 30, c'était un bon compromis. J'ai pris la vitesse moyenne parce que j'ai que des cellules et j'ai pas de radar qui peuvent Hmm. mesurer la vitesse pic. Donc j'ai fait avec les contraintes que j'avais. J'ai pas pris plus parce que j'ai fait les tests en plein hiver et il y avait de la neige sur la piste. Euh, donc euh, donc j'ai considéré que ça c'était cohérent. Ouais, J'ai pris lancé parce que la capacité d'accélération elle m'intéresse pas.
Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est intéressant pour les gens de comprendre le rationnel derrière justement tes décisions ou les décisions pour choisir entre ces différentes possibilités. Et souvent, comme tu l'as bien illustré ici, ça a plus à voir avec la logistique de la situation et ce que tu peux faire de manière pratico-pratique plutôt que dans l'absolu, qu'est-ce qui est le mieux sur le papier, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en fait, je pense qu'il y a un élément qui est crucial, c'est que finalement, c'est une mesure qu'on fait à un moment donné. Mhm. Certes, elle est corrélée avec la performance sur 800 mètres, mais moi, là, je l'ai testée en novembre. Elle n'est pas du tout corrélée avec quoi que ce soit parce qu'ils sont pas prêts à faire du 800 mètres. Tu vois? Et C'est en ça. gros, l'idée, c'est juste de se dire, OK, ben, on va travailler la vitesse et différents secteurs de la vitesse pendant l'année. Est-ce que si je fais deux mesures, deux fois dans l'année, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Est-ce qu'ils sont plus vite? Est-ce qu'ils sont moins vite? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement quelles données on choisit, mais c'est comment est-ce qu'on peut la comparer dans le temps. Mhm. C'est plus ça, c'est plus le monitoring de la donnée que la donnée en tant que telle qui a une valeur, je pense. Mhm. Donc voilà, mais ça, c'est pour donner aussi un ordre d'idée par rapport à la vitesse maximale, comme je l'ai fait par rapport à la vitesse critique pour souligner cette ambivalence. Mhm. Et donc, en termes de stratégie de pacing, je pense que c'est aussi une discipline qui est très intéressante parce que c'est quand même la seule discipline du demi-fond où la vitesse décroît. Mhm. Alors, C'est ça a là où un il y a petit peu changé maintenant avec les nouvelles pointes, hein, mais la vitesse va décroître alors qu'on voit généralement dans les courses de demi-fond, on va dire 1005 et plus, demi-fond long, euh, des courses qui partent vite, qui se tassent et qui finissent vite. Il y a un très bon graphique dans le livre de Alex Hutchinson, Endurance, au chapitre 2, je crois. bonne référence là-dessus. Et sur le 400, ça se passe comment? C'est aussi en dégressif, hein? Ouais, c'est aussi en dégressif, ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle, j'ai écrit les slides hier, je me rappelle très très bien du podcast que tu as fait avec Laurent Ouais, Meuvely. Laurent Allez Meuvelit. écouter le podcast, il est très très bien. Euh, Où en gros, il reprend l'analogie où il dit quand les commentateurs disent dans la dernière ligne droite que les athlètes accélèrent, c'est pas vrai, c'est pas possible. Fatalement, ça a changé. La technologie et les nouvelles pointes ont changé ça. Faut être clair, hein. On Donc c'est voit quoi? sur C'est que 400 et typiquement, en tout cas, ils décélèrent moins qu'avant. Je dirais pas qu'ils accélèrent, mais ils sont capables de beaucoup moins décélérer parce que la pointe, la plaque carbone va faire le travail que le pied et la stiffness de la jambe n'étaient plus capables de faire en fin de 400 mètres. ok. Tu vois Warhol, t'as pas l'impression. Alors, c'est clair qu'il décélère, hein. C'est irrémédiable. Parce que son premier 100 mètres, il est stratosphérique, mais il décélère moins que Kevin Young, je pense, quand il a fait son corps du monde, Ok. qui a tenu C'est bon à savoir. 25 ou 30 ans. Hmm. Hmm. 46-80, incroyable. Ça marche. Donc, sur le 800 mètres, on va avoir en gros trois phases si on prend le 800 mètres masculin. Un premier 200 très rapide, qui va être couru en moyenne 2 à 3 secondes moins vite que le record personnel des athlètes sur 200 mètres. Hmm. Un 400, ensuite un 400 tempo, on appelle ça, donc un peu rythme moyen si on veut, et un 200 mètres compliqué. Chez les femmes, c'est un Compliqué, je petit crois peu que c'est le bon terme. différent. Voilà, chez les femmes, c'est un peu différent. Enfin, voilà, il y a plein de variabilités dans les schémas de course, évidemment, hein. Je vous laisse aller regarder les travaux de Brian Hanley là-dessus, qui sont tout à fait intéressants. Hmm. Euh, et là, on voit un premier 400 en moyenne 2,2 secondes plus vite que le second. Ça, c'était sur les championnats du monde de 2017. Ils ont fait toutes les séries du 800 mètres et ils ont fait une moyenne. Ok. Voilà. Et ce qui est intéressant, pour revenir aux contraintes mécaniques, c'est qu'on voit de plus en plus des 100 mètres proches, très très proches des 11 secondes. Donc 11 bas, 11,2, 11,3 Hmm. dans la première partie du 800 mètres. Ça veut dire que derrière, ils ont encore 650 mètres à courir, Ouais, ce qu'il faut, hein. ce qui est stratosphérique. Stratosphérique. Ouais. Donc là, on comprend un petit peu les contraintes, hein. On va voir, je pense que si on doit résumer, les deux pourcentages principaux, c'est se dire, OK, on va courir à 140% de notre vitesse critique et à 85% de notre vitesse max. Un Donc peu le cul entre deux chaises. automatiquement, le cul en deux chaises. Parce on peut se dire, bah, plus j'ai une haute vitesse critique, meilleur je vais être sur 800 mètres.
Mais plus j'ai une haute vitesse, meilleur je vais être sur 800 mètres. Mhm. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout qui est nécessaire, rien qui est suffisant. Et la question maintenant, c'est, OK, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on organise? Quels sont les trois axes principaux pour progresser? Là, je vous ai mis la courbe du plus beau 800 mètres de l'histoire, euh, la finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012, où David Rudisha a réalisé le record du monde, qui tient toujours, 1,40,91. C'est stratosphérique. Et où les huit protagonistes ont réalisé leur record personnel. Mhm. Avec, il y a Nigel Amos qui finit deuxième, qui a toujours la quatrième meilleure performance de l'histoire. Il y a, enfin, tous ils battent le record personnel et une grande majorité battent les records nationaux. Ça, c'est fou, ça. C'est, allez regarder, c'est de l'art. Et absolument extraordinaire de réaliser un record du monde dans le contexte d'une finale olympique où il n'y a Mhm. pas de lièvre. C'est une Ah bah ouais. anomalie dans le demi-fond aujourd'hui. Parce Donc, maintenant, il y a toujours des lièvres qui vont tirer sur peut-être la première moitié. Ils tirent quelle distance ou combien de temps les lièvres? alors, ça dépend. Alors déjà, il faut bien dissocier deux types de courses, deux pics de configuration. On a les courses de championnat dans lesquelles les lièvres sont interdits. Ok, Et on a les meetings où là, tous les meetings ont des lièvres. Même à niveau national, semi-national, enfin surnational, mais international. Enfin, voilà. Tout le monde, il y a des lièvres tout le temps. ok, Et le lièvre va tirer, ben, ça dépend, hein, c'est en discussion avec les organisateurs. Mais sur 800 mètres, c'est généralement entre 4 et 500. ok, Sur ça marche. 1005, c'est entre 900 et 1100. Et sur 1005, il y a généralement deux lièvres même. Un qui fait 800, un qui fait 1000. Mhm. Et sur les distances plus longues, on va avoir deux, trois lièvres, quoi. Donc là, 100 lièvres. Absolument incroyable. Et ce qui est fascinant, et ce qui va être mon premier point d'analyse, premier 200 mètres en 23,5, soit 30,6 km/h. Essayez déjà juste de faire une fois 200 mètres en 23,5. J'ai fait combien d'années d'athlée? Beaucoup d'années d'athlée à niveau national, bon, sur des distances plus longues, hein, mais le plus vite que j'ai fait, c'est 24, 25, 5, je crois. Ouais. Ouais, Alors, je suis pas le galères. mec Ouais, le mais plus rapide, je suis pas le plus rapide des coureurs de demi-fond, hein, clairement pas, mais non, mais t'avances. 23,5, c'est C'est déjà très, ça, très, très rapide. c'est très rapide. Et comme tu l'as dit, c'est départ arrêté, hein, parce que Départ arrêté. Ouais, c'est les premiers 200 mètres. c'est les premiers 200 mètres, départ arrêté. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rudisha, il a un record personnel sur 400 mètres en 45,50. J'ai mis la comparaison avec le record du monde de 43,03. Mhm. Au moment où il fait 45,50, le record du monde est à 43,19. Ouais, C'était Michael Johnson. ouais, Il a été battu au jeu de Rio. Donc, on voit, hein, il part à 1 km/h près, il part à la même vitesse que la moyenne sur son 400 mètres, hein. ouais. Et il a encore 600 à faire derrière, hein. Et en gros, tout ça pour dire que la vitesse, c'est quelque chose qui est absolument crucial. C'est ce qui doit. Je dirais pas que c'est la priorité parce que tout est la priorité, mais on peut pas ne pas envisager le travail de la vitesse quand on envisage l'entraînement du 800 mètres. Mhm. Pour plusieurs raisons et pour plusieurs choses. On a parlé à vitesse maximale. La vitesse maximale, ça va augmenter la réserve de vitesse. J'ai volontairement pas mis la réserve de vitesse anaérobie, qui est le terme utilisé dans la littérature, mais qui en gros est la différence entre la vitesse maximale et le deuxième seuil ou la vitesse critique. Mhm. Et là, on a vu, hein, dans l'introduction, j'ai parlé du pourcentage de vitesse critique, du pourcentage de vitesse max, de MSS. Et du coup, cette place qu'on a entre les deux, c'est la place où on va pouvoir mettre une course de 800 mètres.
Vitesse maximale pour assumer un départ extrêmement rapide, hein. Rudisha à 23,50, il doit être, à mon sens, je pense, au pic de sa forme, il devait être capable de courir 20, 50, 28 ans sur 200. Donc, c'est solide, hein. On dit c'est 2 à 3 secondes plus rapide. Et du coup, courir à 85% de MSS. Plus on a une grosse vitesse, plus notre potentiel sur 800 mètres est grand. Mais la vitesse, c'est pas que la vitesse maximale, c'est aussi la capacité à changer de rythme. C'est une course de demi-fond, c'est une course qui se court en peloton, c'est une course où il y a des à-coups, de plus en plus avec les changements de pointe, avec les plaques carbone. Donc on doit être capable de changer de rythme et on doit être capable de changer de foulée. C'est clair que quand Rudisha court 23,50 le premier 200, il a une foulée de coureur de 400. Il n'a pas une foulée de coureur de marathon. Mhm. Mais s'il utilise sa foulée de coureur de 400 pendant 800, il ne fait pas le record du monde. Donc, il y a un travail de capacité nerveuse et cognitive à changer de rythme qui doit être travaillé. Et il y a une capacité à changer de technique de foulée. Et ça, on va avoir des entraînements spécifiques qui vont servir à travailler ça. La vitesse terminale, bah, c'est clair, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le langage commun la résistance, c'est de décélérer le moins possible, hein, ou Mhm. réaccélérer avec les nouvelles pointes. Ça va dépendre des profils des athlètes, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de plein de facteurs. Et toujours dans le développement de la vitesse, on a le travail de force, hein, où on va envisager le travail de force comme dans sa relation avec la vitesse. On travaille vraiment sur cette relation force-vitesse où on est capable de développer une explosivité très grande parce qu'on a une grande force. C'est vraiment la relation quasi linéaire entre les deux facteurs. Et finalement, pourquoi? Parce que le temps de contact au sol, c'est à peu près 180 millisecondes par pas. Donc, si on n'est pas capable de produire une intensité maximale dans un temps extrêmement court, faut faire du tricot. Euh, donc ça, c'est pour la force. Et ensuite, développement de la technique spécifique. Donc on doit avoir une capacité à développer la technique du coureur de 400, du sprinter, du coureur de 800, la capacité à changer sa foulée, de passer sur des séquences avec une grande amplitude, des séquences avec une grande fréquence, d'accélérer, de décélérer, moi j'aime bien dire je fais beaucoup des entraînements, j'appelle ça vite relâché vite ou in and out, ça dépend les nomenclatures. Mhm. On va faire vraiment une distance donnée vite, une distance donnée relâchée, où en gros on va enlever la force tout en essayant de garder la vitesse. Et c'est ça la technique du coureur de 800. C'est ça qu'on doit travailler. Et je me rappelle, ça, c'est des notions que j'avais commencé à utiliser avec les rugbyman, notamment alors, dans des phases plus avancées où ils faisaient justement des sprints sur 10, 20, 30 mètres. Et on avait cette notion de float et de se dire que tu pousses vraiment au niveau Vmax sur 10 mètres, mais ensuite les 10 mètres suivants, tu flottes, c'est-à-dire que tu vas, comme tu as dit là, garder ta vitesse, mais relâcher un petit peu l'effort. Tu arrêtes d'appuyer vraiment sur l'accélérateur et ensuite tu remets un coup derrière pour faire cette différence. Tu remets un coup de collier et ça, c'est, comme tu l'as dit, des changements de rythme qui apparaissent maintenant dans ces courses, même de demi-fond, mais qui sont d'autant plus importantes dans des sports d'équipe où le fait de changer de rythme et de vitesse, ça peut vraiment te permettre de faire la différence avec l'adversaire et de te mettre dans un espace. Et ça, c'était super intéressant à faire, notamment avec les rugbyman. Ouais, alors ça, je profite de rebondir là-dessus. C'est clair que moi, je travaille avec pas simplement de footballeurs ces temps. Le développement de la vitesse pour le footballeur, pour moi, c'est assez clair. Et pour le rugbyman, c'est pareil. Pour le basketteur, c'est pareil. Finalement, c'est très simple. C'est qui sera le premier sur le ballon. Ouais. Donc, dès le moment où t'as établi ce consensus-là, un travail d'accélération à faire, qui est du coup beaucoup lié à la force, et un travail de changement de rythme. Parce que si on est les deux en mouvement et que en mouvement, je suis capable d'accélérer plus vite que toi, de changer de rythme plus vite que toi, bah, je suis devant sur le ballon. Enfin, c'est Mhm. pas plus compliqué que ça. Dit comme ça, tout a l'air extrêmement simple. J'adore. C'est jamais le cas. Du coup, dans la théorie, donc on a vu Rudisha. Bon, pas tout le monde n'est Rudisha.
ça c'est clair. Donc là, c'est le même, c'est juste pas en représentation graphique, c'est juste des chiffres pour mes athlètes, pour ce qui vise. Et on voit, on a deux schémas de course, donc un schéma de course où on est plus rapide que 1,58 et un schéma de course où on est plus lent que 1,58. Je vois d'ailleurs que j'ai fait une coquille là. Bref, ça arrive même au meilleur. Et en gros, les schémas bougent un petit peu parce que la littérature montre que les hommes et les femmes n'ont pas vraiment les mêmes schémas. Et je considère plutôt que de différencier par genre, de différencier par temps de course. Je trouve que c'est plus cohérent Mhm. parce que une athlète féminine qui court une 56, est-ce qu'elle va vraiment avoir la même stratégie de pacing qu'une coureuse féminine qui court 2,15? C'est pas sûr. Ouais, c'est là où je pense que le... Alors c'est compliqué quand on parle de distance de course, mais le fait de normaliser les choses par temps de travail, je pense que ça simplifie quand même beaucoup la chose, parce que comme tu l'as dit, la distance, bah, ça va pas prendre le même temps entre deux athlètes et ça peut changer significativement ce que ça veut dire, quoi. Ouais, c'est une des grandes problématiques de l'entraînement du 800 mètres Hmm. parce qu'on va faire, on verra, on va faire des séances spécifiques, excuse-moi, qui en fait vont prendre sensiblement plus de temps pour certains athlètes que pour d'autres. Hmm. Euh, Tu vois, si on fait des séances 15 fois 200, s'ils les courent en 25 ou en 35, ben, ça fait quand même une différence sur le temps de travail à la fin. Hmm. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que le développement général est important et ensuite, il faut faire du spécifique. Et ben là, le spécifique, certes, bien que ce soit une distance, c'est plutôt spécifique par rapport au temps de travail. Hmm. Et c'est clair que dans ce contexte-là, les entraînements sont un tout petit peu différents selon le temps de travail. Ouais, ça marche. Donc, on voit schématiquement, on a un départ rapide comme Rudisha, un plateau comme Rudisha, et ça descend comme Rudisha, mais on n'est pas Rudisha. Voilà, c'est ça la conclusion. Donc, si on prend Romain, hein, ça fait 26, 1, 28, 4, 28, 1, 28, 5. Donc, on a vraiment cette courbe descendante. Un petit peu différent chez les filles où ça réaccélère un petit peu. Hmm. Enfin, chez les plus lents que chez les filles. Bon, on a fait beaucoup de théories. Maintenant, sur le terrain, comment ça se passe? Là, je vous ai mis, des échantillons de ce que j'ai fait en 2022-2023 dans différentes phases. Alors, j'ai choisi 4 semaines. J'ai pas fait ça, que ça toute l'année, mais c'est un échantillon et on va voir un petit peu la structure. Donc, généralement, au début, je commence toujours avec la vitesse maximale. Comme on est en Suisse au mois d'octobre, novembre, décembre, il fait très froid. Donc, je favorise dans un premier temps, en tout cas, le travail en côte, euh, qui va très bien pour plein de choses, hein. C'est très bien pour développer la vitesse. On est quand même moins risqué sur les ischios. Ouais, Il y a un intérêt neuromusculaire aussi. Pour de la reprise, c'est pas mal. On peut mettre un tout petit peu plus de volume parce que l'intensité sera un petit peu plus basse. Voilà, ça a plein de bénéfices. Évidemment, si j'étais à Montpellier, par exemple, euh, je ferais peut-être pas ça, ou ouais, peut-être pas tout le temps ça. Mais voilà, je suis pas à Montpellier, je suis à Lausanne. Donc, première phase, vitesse max. Important, mettre les bases. Au même titre qu'on fait de l'endurance de base, on fait de la vitesse max. Je précise, là, c'est un exemple évidemment en montée. Je vais donner un exemple très concret. Mes athlètes ont fait cette semaine tous 5 fois 50 avec 5 minutes de pause. Voilà. C'est 1 minute de repos par 10 mètres. ouais, C'est ma règle. Voilà, j'utilisais la même règle pour le rugby. je pense, à un moment donné, si on veut être à intensité maximale, il faut laisser au corps le temps de récupérer. Sinon, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, juste dire que c'est autre chose. Voilà, ça c'est important. Donc là, on peut discuter la notion de vitesse max vu la pause que j'ai mis. Mais j'ai changé, j'ai mis plus de pause et moins de volume cette année. J'aurais pu prendre le truc de cette année. Ensuite, moi, ce que j'appelle du spécifique 200. Donc, on va augmenter un petit peu le volume. Là, on a deux séances. La première, elle fait aussi 900. Les deux, elles font 900 mètres. Hmm. Et on va augmenter à minima la densité. Donc, ça veut dire on va faire moins de courses, mais plus longues.
Et voilà, j'ai des séances, j'ai la même séance avec des 150 où là, automatiquement, c'est plus bon. Donc là, ça va vraiment être une capacité à maintenir cette vitesse qu'on a préalablement développée Hmm. plus longtemps. On se rappelle, hein, vitesse max très importante, vitesse sur 200 mètres très importante, capacité à maintenir très importante. C'est Hmm. la triangulation des trois. C'est pas Ouais. que l'une ou que l'autre. Troisième phase, spécifique 400. Donc, on augmente la densité, le volume reste similaire. Et on augmente la densité, donc on a encore moins de courses. Donc là, on va faire des 200 très, 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 très vite. Celle-là, je pense que c'est une des pires séances que j'ai faites de ma vie en termes de difficulté. C'est vrai? Oui. Et t'en as fait des séances difficiles. Ouais, là, j'ai vomi pendant littéralement 50 minutes. Tu continues à courir. Hein? Tu continues à courir. Là, tu vomis à la fin. J'ai jamais vomi pendant la séance. Mais les athlètes qui ont déjà vomi pendant la séance. Bref, j'ai un tortionnaire, je crois. Ça Euh, arrive. Ça arrive au meilleur. c'est comme ça, ma foi. Et dernière étape, spécifique 400 plus rappel de vitesse max, donc de Vmax. Et là, on Hmm. voit dans la séance, on a une première partie qui constitue, alors on n'a pas le 1 minute de pause par 10 mètres, parce que vous avez vu la pause qu'il y a après, sinon la séance, elle nous dure 6 jours. Mais l'idée, c'est une fin d'échauffement avec un rappel. Ça veut dire que sur les 4, il va y en avoir une qui sera à 100%. Hmm. La dernière, peut-être 2, allez. Et ils finissent de s'échauffer, mais ils font 1 à 2 40 mètres à 100%. Et ça, c'est intéressant, très intéressant. Et en gros, l'organisation, c'est un peu ça. On construit la vitesse max, on construit la capacité à la soutenir avec ce que moi j'appelle spécifique 200, spécifique 400. Voilà, c'est ma nomenclature, c'est égal les termes. Hmm. Et dans la première phase, donc les 3 premières semaines qu'on voit là, c'est plutôt une préparation hivernale, hein. Là, je favorise les montées pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Et dès le moment où il refait bon, je le fais plutôt à plat. Et maintenant, ils nous ont augmenté la longueur de la piste couverte, donc je le fais plus souvent à plat en 2023-2024. Bon, on a vu le premier point, la vitesse. Donc, Rudisha, revenons à David. Il passe 23,50 sur les bases du record du monde, facile. Et ensuite, il nous fait un 400 en 50,5, soit 28 et quelques kilomètres, 28,5. Ça bouge. C'est violent, hein. J'ai des athlètes qui sont plutôt quand même rapides. J'en ai peu qui sont passés sous 50-50 au 400. Hmm. Donc, non, c'est. Après, voilà, c'est pas Rudisha non plus, hein, mais c'est violent. C'est très, très violent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce 50-50, qui paraît être du sprint pour l'écrasante majorité de la population, c'est ce qu'on appelle chez lui son endurance spécifique à la discipline. Et c'est la deuxième clé aujourd'hui, travailler l'endurance spécifique le plus longtemps possible, le plus régulièrement possible. Et je vous ai mis là 2 citations de Bruno Gagère qui sont tirées d'un livre absolument génial sur le 800 mètres, qui nous dit en gros, pour résumer, le, la vitesse de course du 800 mètres est tellement éloignée de tous les autres secteurs de travail, que ça soit vite ou moins vite, qu'en fait, ça en fait un secteur de travail à lui tout seul à travailler toute l'année. Ce qui va être beaucoup moins le cas, par exemple, d'un coureur de 1 500 ou de 5 000, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus proche en termes d'économie, en termes de contraintes neuromusculaires, en termes de contraintes métaboliques, énergétiques, etc. C'est beaucoup Hmm. plus proche d'un travail de VO2 max, par exemple. Ouais. Le 800 mètres, pas du tout. Pas du tout. Donc, on a cette économie de course à développer
on a cette capacité à maintenir une foulée puissante à développer. Et ça se construit au fur et à mesure de l'année, dès la phase de développement. Je suis allé en stage chez Bruno Gagère. Bruno, si tu nous écoutes, désolé de dire ce que tu m'as dit. Euh, En gros, lui, première semaine, 6 fois 100 mètres, ou je sais plus ce qu'il m'a dit, c'est égal, mais en gros, des 80 ou des 100 mètres au rythme de course. Et Gagère, il fait quelque chose que je fais aussi, qu'on va voir. En gros, il pose un objectif avec ses athlètes, et ensuite, il fait moins 2 secondes. Et c'est ça, le rythme. Donc, si on prend Renelle Lamotte qui est une triple vice-championne d'Europe du 800 mètres, qui Mhm. s'entraîne à Montpellier avec Bruno. Je pense qu'elle doit viser une 54, à mon avis. Donc, elle s'entraîne sur une 52. Mhm. C'est ça le. Et il prend, et ce qu'on va voir, il prend 100 mètres, allure une 52, ça fait 14 ou 100 mètres. Première Ok. semaine d'entraînement. En fait, on veut que le corps s'adapte. Hop là. Hop, 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 hop. On veut que le corps s'adapte aux contraintes. Et en Mhm. gros, moi, c'est ce que je fais. On voit temps objectif max, moins 2 secondes de mes athlètes. Donc, nos chers Romain et Jérémy, c'est une 52-50 l'objectif. Donc, une 50-50. Et à partir de cette table, elle est, contrairement à la première que j'ai montrée, ça, c'est une table linéaire. Ça veut dire c'est vraiment c'est 13,8 au 100 mètres tout le long. Mhm. Et en gros, on va faire des séances, on va le voir, spécifiques, d'abord sur des lignes, des 100 mètres, des 150, des 200. On va construire la capacité de l'athlète à tolérer cette vitesse maximale sur des distances de plus en plus longues, cette vitesse spécifique, pardon, sur des distances de plus en plus longues. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, on a une première phase, je l'ai mentionné. Donc là, on est au mois d'octobre. Donc, c'est la même. J'ai essayé de prendre dans la mesure du possible des semaines qui se ressemblent. Donc là, c'est les 4 mêmes semaines qu'avant. Les 3 premières, c'est les mêmes semaines. Pardon. Euh, donc, on a notre vitesse le lundi. Et le mercredi matin, Luca, il avait 8 fois 100 mètres au rythme. Juste après un footing. Juste pour développer cette capacité et cet entretien de cette vitesse spécifique. Deuxième phase, on l'intègre dans la séance. Là, on avait fait le choix l'année dernière. J'ai expliqué pourquoi dans la vidéo la semaine précédente sur l'entraînement des jeunes. On avait Mhm. fait le choix d'imposer le cross à tout le monde. Donc, c'est clair. On fait le choix d'imposer le cross à tout le monde. Donc, on doit préparer le cross, mais l'objectif principal reste le 800. On va faire des compromis à un moment donné. Donc là, le compromis qu'on a fait, c'est pendant ce cycle-là, on faisait de l'endurance spécifique intégrée pendant les séances de VO2 max. Pourquoi on s'est permis de faire ça? Parce qu'on va avoir une séance de VO2 max ici où on a 5 kills. Alors c'est clair, elle sera de toute façon entamée par rapport à ça en termes de vitesse de course. Par contre, on peut aussi l'imaginer un peu comme un hard start, hein, tu vois? Mhm. On va Ouais. faire bouger la cinétique différemment de la VO2 max. Mais aussi parce que là, le samedi, on a une séance qu'on appelle spécifique cross, mais qui en réalité est une séance de VO2 max. C'est juste qu'on met des distances, qu'on va la faire en forêt pour changer. Mais en termes cellulaires, ce qui se passe, c'est une séance de VO2 max. Le corps, il s'en Mhm. fout hein, qu'il y ait des cailloux ou de la piste, hein. La cellule, elle n'en a rien à branler. C'est ça. Passer l'expression. Donc, intégrer dans les séances, une option pour moi, très clairement. Mieux vaut intégrer quelque chose dans une séance, pour autant que ça soit pas, on va pas faire 10 fois 200 au rythme et ensuite 10 fois 200 à VO2 max, ça n'a pas de sens. Mais là, c'est 3 courses, pas très long, c'est cohérent, à mon sens. Idéal, non, mais cohérent, oui. Ensuite, on avance un petit peu, donc là, on a fait un saut de 2 mois. On est au mois de mars, et là, on attaque le vrai travail de tempo, donc vraiment de rythme sur une vraie séance concrète. Donc là, il y a 3 kills, 3 fois 5 fois 200.
avec une pause qui augmente pour que la vitesse augmente un petit peu. Voilà. Séance un peu volume à intensité. Mm. Ils font quand même 3 bornes à intensité 800, les mecs, hein. Et les filles, c'est la même chose. Et dernière phase, où on va avoir une séance, on va avoir 2 séances orientées sur le 800 mètres dans la semaine. Une séance typée tempo, donc vraiment, moi j'entends tempo, c'est vraiment endurance spécifique, Mm. économie de course, facilité de enfin, que ça donne l'impression que ça soit facile. C'est pas facile, ça c'est clair. Et une séance spécifique où là on va vraiment développer les qualités sur la fatigue. C'est une séance à épuisement en gros. Mm. Ou potentiellement, on va chercher deux grands aspects, soit travailler plus vite que le rythme de course à épuisement, ce qui est le cas de cette séance, qui est plutôt une séance très rapide, soit sur un volume plus conséquent, ou en tout cas une densité de course plus conséquente, on va travailler au rythme de course à épuisement. Une séance que j'ai déjà mentionnée très souvent sur cette chaîne, c'est le 2 x 400, Mm. qui est infernal. Et en gros, là, on va avoir le travail de l'endurance spécifique sur l'année. On passe des lignes au spécifique. Ouais. On peut pas on peut pas passer de faire juste entre guillemets du seuil jusqu'au mois de mars à faire cette séance-là. Ça marche pas. Mm. Alors, ça va choquer le corps, certes. Des fois, c'est ce qu'on veut, mais là, ça marchera pas, à mon avis. Revenons à Rudisha. Donc, Rudisha fait cette course absolument magistrale. Bon, là, c'est une courbe, on la voit pas, mais allez la regarder vraiment. Euh, et il l'a fait. Il réalise cette incroyable performance. Donc, je l'ai mentionné, hein, finale des Jeux Olympiques. Qui dit finale des Jeux Olympiques, dit série des Jeux Olympiques, dit demi-finale des Jeux Olympiques. Et en fait, les athlètes vont courir 3 800 mètres pardon, en 4 jours. Ce qui est, alors certes, vous me direz, oui, mais c'est facile, il court une 45-90 et une 44-30. Alors, c'est clair que pour lui, je dirais pas que c'est facile, mais c'est pas du 100%. Mais il faut quand même les courir. C'est des courses nerveuses, c'est des courses où ça frotte, c'est des courses en peloton, c'est des courses qui accélèrent, c'est des courses où on peut pas se faire enfermer, où on doit être attentif. Donc peut-être, c'est clair que il est capable de courir une 40, courir une 45, c'est pas une tâche hyper compliquée, mais ça reste hyper énergivore. Mm. Et c'est ça le message. Et du coup, on arrive à notre troisième point, l'endurance. En, en, en écoutant que la première partie de cette vidéo, on pourrait se dire, bon, bah, facile, on fait de la vitesse, on fait du tempo, on fait un peu de force, puis c'est réglé. Mais en fait, malgré le fait que la science nous dit que la corrélation entre la VVO2 max, les seuils euh, et la performance sur 800 soit relativement faible, ok? Malgré le fait que notre cher et tendre Rodal, qui est un coureur norvégien, nous dit que ça lui sert absolument à rien d'atteindre un haut niveau de VO2 max en 5 minutes s'il doit avoir terminé sa course en 1 minute 42. Malgré tout ça, ça reste hyper important pour 3 points principaux. Le premier point, qui rejoint le dernier d'ailleurs, c'est qu'en gros, c'est la même chose que la vitesse. Plus on a de vitesse, plus c'est facile de courir au tempo 800, mais plus on a un seuil ou une vitesse critique, ou peu importe ce que vous utilisez, qui est élevé, plus ça sera facile de courir à un plus haut pourcentage de ça. Parce que si on veut courir une 50 et qu'on a un deuxième seuil à 14 km/h, bah, ça va être beaucoup plus compliqué parce que quelqu'un qui va qui veut courir la même chose et qui va avoir un deuxième seuil à 18. Mm. Parce qu'on a 4 km/h où on est déjà dans le domaine sévère alors que l'autre ne l'est pas. Donc en termes énergétiques, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas. Et forcément, on sait aussi, hein, tout le travail de l'endurance, tout le travail
polarisation de la semaine va permettre de plus s'entraîner, va permettre de mieux développer les qualités qu'on veut développer. Si on est tout le temps en train de taper sur les athlètes, à bourriner de la haute intensité, ils vont se cramer. Hmm. Et donc là, on a l'ambivalence. On a cette ambivalence. Si on regarde un petit peu en pratique, comme on a fait sur les autres slides, semaine 49, décembre. Très simple, en fait, on a là 8 séances dans la semaine. On va avoir, certes, le lundi matin où on a ce tempo, donc qui est un tout petit peu caché par un gros rectangle rouge, mais ensuite on a 3 séances orientées sur le développement des qualités de performance de l'endurance, on va appeler ça comme ça. C'est pas le bon terme, mais pas de l'endurance de base, quoi. L'endurance à haute intensité. Donc on va avoir une séance le lundi over-under, Hmm. donc seuil. Une séance le mercredi VO2 max, avec toujours ces 2 fois 200 au rythme visé 800, hein. Et le samedi, on a une course sur route. Donc seuil, VO2 max, course sur route. Ensuite, en semaine 3, donc au mois de janvier, on va avoir une séance de VO2 max. En fait, c'est la même semaine que je vous ai montré 3 fois, je crois. Une séance de VO2 max avec du tempo 800 en amont et une séance de seuil. Donc, 2 intensités plutôt typées VO2 max. Hmm. Et sur les semaines 12 et 13, on va avoir des séances spécifiques 1005, donc qui sont des séances de très haute intensité du développement de l'endurance, donc qui sont le pic de la VO2 max. Hmm. Donc moi, j'aime bien voir ça comme ça, dans cette hiérarchie, on va avoir le travail de seuil, enfin de hiérarchie dans cet ordre plutôt. On va avoir le travail de seuil, on va avoir le travail de VO2 max, on va avoir le travail de VO2 max, moi j'appelle VO2 max plus plus, et on va avoir le travail de spécifique 1005 qui suit le travail de VO2 max plus plus. Et là, on rejoint ce que je disais avant, où en fait, le travail du 1500 est beaucoup plus proche du travail de VO2 max que le travail du 800. Hmm. Parce qu'on peut en faire une suite logique. Ouais. Donc, on peut, avec des coureurs 2005, arriver au mois de mars en ayant fait que, enfin, en étant allé que jusqu'au développement de la VO2 max plus plus. Ouais. Puisqu'en fait, on est en sous-max, on est à 90% ou 95% de ce qu'on va courir sur 1005. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc très important. Donc on voit aussi dans l'organisation de la semaine, on a une semaine où il y a 3 séances d'intensité endurance, deux puis une, toujours avec 2 footings par semaine, Hmm. minimum, entre 2 et 4, toujours, 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 toujours. En période de compétition, on enlève quand même les footings du matin, parce que voilà. Et je voulais dire autre chose. Oui, je le dis parce qu'on va le dire sinon. Euh, il y a des semaines, comme la semaine 49, où il n'y a pas de vitesse. Parce que ben, l'entraînement au quotidien, il faut faire des compromis. C'est une Hmm. histoire de compromis, c'est une histoire aussi de temps de maintien de l'adaptation. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose tous les 7 jours? Je suis pas sûr. Tu as fait un podcast avec Stephen Seiler sur la possibilité d'implanter une semaine de 10 jours à 14 jours dans l'entraînement. Ouais. Mais on n'arrive pas. Notre cerveau d'humain ne fonctionne pas. Mais voilà, du coup, il y a des périodes où on développe, il y a des périodes où on maintient. Et automatiquement, les semaines, c'est pas forcément toutes les semaines, toute l'année, la même structure. Hmm. Ça, c'est important. L'endurance en pratique, comment parler de l'endurance en pratique sans parler de ce qu'on fait ensemble, mon cher ami? Le travail de testing sur les seuils de mes athlètes avec le protocole 41. Là, on vous a mis, tu nous as mis, plutôt, moi j'ai rien fait, j'ai collé les images dans le tableau, dans la slide. C'est pas Tu mal. nous T'as as fait fait ça bien en les... tout cas. Hein? T'as fait ça bien en tout cas. Ah, j'ai bien collé.
Tu nous as mis les différences de courbes. Donc, on a Romain en haut et Alexia et Sarah en bas, avec des progrès significatifs chez les filles, des courbes qui sont foncièrement différentes, avec des progrès qui sont gigantesques chez les deux. Donc ça, c'est vraiment le travail quotidien de cette notion d'endurance, Mm. qui est un travail général, qui n'est pas la spécificité des coureurs de 800 mètres, mais qui est général et nécessaire. Et on a Romain qui a progressé, je dirais, différemment, qui a une courbe qui a une forme un tout petit peu plus plate que en 2023 qu'en 2022. Parce que ben voilà, on l'a beaucoup travaillé. Là, on préparait les championnats d'Europe de cross. Donc, automatiquement, le spécifique 800 était un peu le cadet de nos soucis, on va dire. Ouais, c'est ça. Et je pense que si on refaisait un profilage d'ici 3 4 mois, quand ils sont dans leur phase de compétition, en pic de forme, on verrait certainement un pic de lactate qui sera un petit peu plus haut du fait de leur profil un peu plus puissant qui ressortira un petit peu plus à ce moment-là, Ouais, contrairement à dans une phase où vous faites beaucoup de bases, vous revenez de l'intersaison et au final, voilà, donc c'est le profil de ces athlètes à ce moment-là de l'année. Ça, je pense que c'est exact. important de le Ouais, mettre en ouais. avant. Si on faisait le test 6 mois après, bah, on aurait un profil qui serait légèrement différent, mais qui serait juste, entre guillemets, pour ce moment de l'année. C'est ça. Et en fait, là, on en vient sur des questions de planification, mais en fait, l'utilité d'un test, pour moi, moi, je distingue en fait vraiment deux phases. Il y a une phase de développement physiologique et une phase de développement spécifique. On peut appeler Mm, général spécifique, enfin, c'est égal. Et en gros, ces résultats-là, ils me servent 6 mois de l'année. Dès le moment où on va passer sur des séances, non, je peux montrer, on est là. Semaine 12 et 13, j'ai pas besoin. Je mm. travaille que en pourcentage de vitesse de course. Ouais, c'est ça. Et Ouais. sur les footings, la consigne, c'est simple, c'est 2 sur 10. Donc là, ils font des footings hyper lents. Mais parce que là, ça tape, là, ça tape, là, ça tape, là, ça tape. Donc si encore là et là, ils vont vite, c'est pas possible, quoi. Mm. Ça fonctionne pas. Et du coup, je trouve que c'est quand même, c'est quand même très intéressant de montrer parce que ben voilà, dans la première partie de cette présentation, j'ai énormément parlé des notions plutôt de très haute intensité, Et mais en fait, spécifique à la course, spécifique au. voilà, spécifique. Et là, en fait, on est dans un développement général, mais qui va servir le spécifique. Et je pense que c'est ça le message. Mm, Enfin, je pense pas, c'est ça. Là, on a un petit tableau un petit peu compliqué, mais où en gros, comment est-ce qu'on implémente le travail de VO2 max par rapport au deuxième seuil et par rapport au profil de l'athlète. Donc on voit, on a des pourcentages du deuxième seuil qui varient. Chez certains, c'est 120, 130, chez d'autres, c'est 130, 140. Et en fait, ça, j'ai fait des ratios en me basant pardon, excuse-moi, sur les travaux de Garrett Sanford. mm, On va distinguer des gens plutôt endurants et des gens plutôt rapides. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir une ligne directrice de ce que les athlètes doivent faire, euh, doivent courir sur ces intensités-là pour être en fait dans ce que moi j'ai envie de développer. mm, Et tu vois, avant je parlais, ben, on a le travail de seuil, le travail de VO2, de VO2++ et de spécifique 1500. Donc ça c'est vraiment mon jargon, voilà, c'est pas du tout, enfin, c'est mon truc quoi. mm, J'aurais pu te mettre, je l'ai pas mis, mais hein, la slide d'entraînement de VO2++, ben, en gros, les pourcentages, ils bougent. On mm. reste avec des différents pourcentages selon les profils, mais sauf erreur, on a monté de 5% partout. Ouais. C'est un truc comme ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de, de se dire, ben, on a des gens qui sont plutôt endurants, des gens qui sont plutôt rapides. Comment est-ce qu'on peut maximiser leur gain? Sachant que c'est du travail général, mais général nécessaire. Du coup, on en vient aux trois clés, hein, on les a vues très, très en détail. Le développement de la vitesse, le développement de l'endurance spécifique toute l'année, pas attendre le mois de mars pour faire du spécifique.
et le développement des qualités d'endurance qui sont nécessaires, mais pas spécifiques, pas suffisantes, pardon, pas Mm. spécifiques non plus. Et du coup, vient la question, comment est-ce qu'on mixe tout ça? On l'a vu, hein, j'ai montré différentes semaines de la planification que j'ai faite. Il y a différentes choses, il y a différents dosages, il y a une distribution de l'intensité qui est différente en fonction des périodes. Et je l'ai mentionné aussi en fin enfin, sur le travail de l'endurance. C'est un travail de compromis, le 800 mètres. Le 800 mètres, c'est un problème d'optimisation sous contrainte. Le 1500 mètres et le 5000, c'est un problème de maximisation des performances à VO2 max. C'est complètement une autre philosophie du travail, en fait. Mm. Parce que comme on est dans une problématique d'optimisation, on ne peut pas juste dire, OK, ben facile, je maximise VO2 max, je maximise le seuil, et puis boum, chose. Alors, c'est plus compliqué que ça, le 1500 mètres, hein, mais disons, il y a moins de variables. Et donc, automatiquement, le 800 mètres, c'est du compromis. Tout ce qu'on va mettre dans l'endurance, ben, c'est tout ce qu'on ne pourra pas mettre dans la vitesse parce qu'on sera plus frais. Tout ce qu'on met dans la vitesse, ben, c'est du temps qu'on n'a pas pour l'endurance. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on veut faire bouger tout ça, à quel moment de la saison. Et pour ça, on va se baser sur euh, Bruno, notre cher et tendre ami Bruno. Et en gros, lui, donc, vous l'aurez compris hein, au fur et à mesure de la présentation, j'adore Bruno Gagère, vraiment. Je trouve que sa philosophie est absolument géniale et je trouve que c'est quelqu'un de génial aussi. Donc, voilà. Donc c'est hyper intéressant. Et en gros, lui, il va avoir bah, les trois spectres, le travail de vitesse, le travail d'endurance, le travail de rythme. Et on voit, ben, en phase de développement, on a de la vitesse. Donc ça, c'est préparation, c'est général 1, général 2, spécifique 1, spécifique 2. Vitesse lancée, gestuelle et technique. Donc on est sur la vitesse maximale, élément important. Gagère va travailler que avec des athlètes de très haut niveau déjà, hein. Mm. Il va pas avoir toute la problématique des jeunes, il va pas avoir toute la problématique de développement, de construction de la coordination, etc. C'est des choses qui sont pas acquises parfaitement, mais qui sont quand même maîtrisées. Donc, voilà, il va plutôt travailler sur de la vitesse lancée, la gestuelle, la technique, les changements d'allure, etc. On en a parlé. Mais les lignes, hein, je l'ai dit, première séance ou première semaine, il y a déjà des lignes à intensité 800. Et aérobie, plutôt sur du fartlek. De ce qu'il me disait, il fait du fartlek, donc VO2 max, on va dire, que avec les garçons et les filles. Et le seuil, il fait que avec les filles. Parce qu'il dit que le seuil diéséliserait les athlètes garçons qui ont un temps de course plus long, plus court que les femmes. T'en penses quoi? Je suis pas d'accord. Je pense que oui, je pense je suis d'accord et pas d'accord. Ça veut dire que je suis d'accord sur le constat. Je pense que au bout d'un moment, quelqu'un qui doit courir, tu vois, on voit Romain, il doit courir à 27 km/h. Est-ce que j'ai besoin qu'il soit très économique et très fort à 17? Non. Pas tant. Est-ce que s'il est très économique à 17, il y a une probabilité qu'il le soit plus à 20 et une probabilité qu'il le soit plus à 22? Oui. Est-ce que ça fait partie du développement général et est-ce que ça leur permet de mieux assimiler les très hautes charges et la très haute intensité en saison estivale? Je pense. Est-ce qu'il faut faire attention à pas en faire trop tout le temps et pas en mettre trop pour pas que ça les rende un peu diesel? Oui. Donc, est-ce qu'il a raison? Oui. Est-ce que je fais comme lui? Non. Voilà. Est-ce que C'est un j'ai bon trouvé résumé. encore, est-ce que j'ai trouvé le bon dosage? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que d'autres gens ont des résultats exceptionnels avec des coureurs et des coureuses de 800 mètres en n'étant pas d'accord avec la philosophie là que Bruno a? Oui.
Je veux dire, Louis Heyer, l'entraîneur national du 800 mètres, il fait faire du seuil à ses athlètes une fois par semaine. C'est pas négociable. C'est des trucs très longs, du 3x12, du 3x10, du 3x15. C'est des courses de 800 mètres. Mhm. Est-ce que c'est des compromis et du trade-off? Oui. Tu vois, Ouais. donc c'est pour ça que moi j'ai rajouté sur son programme le développement des sols. Pour Mhm. moi, ça fait partie des qualités générales qui sont à développer. Euh, Plus chez certains athlètes que chez d'autres athlètes. Tu vois, toi qui connais mes athlètes, hein, Aloïs, je Ouais. vais être limité dans ce que je vais pouvoir faire avec lui. Parce que ben, je pense que je vais avoir du mal à lui faire monter un deuxième seuil beaucoup plus haut que 16, pour être honnête. 16 et demi si tout va bien, tu vois. Mhm. Mais il va jamais monter à 17, 18. Ouais. Alors, dans son contexte, est-ce que justement faire du seuil, oui, mais est-ce que faire trop de seuil, ça va pas plus le fatiguer qu'autre chose? Beaucoup plus qu'un Jérémy, tu vois, qui est beaucoup plus endurant comme dans son Ouais. profil, et qui lui va potentiellement plus en bénéficier. Donc, c'est tout l'art du coaching après, de l'ajustement au profil de l'athlète. Ouais. Ouais. Et en gros, si on revient au truc, ben, globalement, il a la structure dont je parlais sur la vitesse, hein, vitesse max et technique, vitesse longue, donc c'est le spécifique 200, euh, que j'appelle ça comme ça, spécifique 400. Et ensuite, quand on est dans une phase de pré-compétition ou de spécifique très avancé, c'est vraiment le spécifique 800 qui prend le plus de place et Mhm. on fonctionne en rappel. Et en gros, il fonctionne la même chose sur le spectre de l'endurance, de la VO2 max en fartlek, donc hors de la piste, sur la piste, du spécifique 1500 et du rappel. Et Clair. moi, j'ajoute le développement des seuils. J'aurais dû le mettre, pour être franc, j'aurais dû le mettre sur les deux phases de développement. J'ai mal fait ma slide. Ah, je sens on va arriver au stade où on va devoir te la refaire cette slide en custom. On reprendra, on citera bien entendu notre ami Bruno. Mais faut que tu te l'appropries Faut à que un je la moment. fasse. Faut que je la fasse. Faut que Faut je que la tu fasses fasse. ta version. C'est ça. Non, non, il faut que je fasse ma version et il faut que je fasse ma version aussi par. Si tu veux, cette version-là, pour moi, je l'ai jamais refaite parce qu'en fait, c'est beaucoup ce que je fais, Hmm. pour être très honnête, parce que ça me parle énormément, Ouais, parce que pour moi, ça colle à ma philosophie beaucoup plus que d'autres entraîneurs. Il y a la philosophie de la force qu'il a qui me parle aussi beaucoup. Par contre, ça me parle pas autant pour les jeunes, hmm. tu vois. Ouais, c'est Qui est plus une axé problématique à laquelle il n'est pas performance. confronté, ou plus Ouais, confronté. comme tu l'as dit. Parce qu'au final, ça, c'est un autre truc qui est important à mettre en avant, c'est que ta philosophie d'entraînement, elle va en partie être influencée ou va devoir prendre en considération les démographiques, là où les démographiques avec lesquels tu travailles. C'est Et ça. ben, quand tu n'as pas besoin d'entraîner des jeunes, ben, les contraintes ne sont pas les mêmes et donc tu peux te permettre, entre guillemets, des choses que d'autres ne pourraient pas. Ouais, c'est ça. Et avec les jeunes, bah, tu te permets pas des trucs que tu ferais plus tard. Voilà. Dans un principe de, la question c'est toujours ça. Si je te fais faire ça à 15 ans, qu'est-ce que je te fais faire à 20? Qu'est-ce que je te fais faire à 25? Mhm. C'est la grande question des entraîneurs. Tout en considérant qu'on a des contraintes de temps, qu'on a des contraintes d'infrastructure, qu'on a des contraintes de ressources humaines, etc., comme je le mentionnais dans la vidéo de la semaine précédente. Ouais. Donc ça, c'est Gagère. Et ça, c'est concrètement ce que moi, j'ai mis en place pour cette année. Donc, on voit que on va prendre les points clés là-haut. Donc, première phase où voilà, on a eu différents moments de reprise, différentes saisons off pour différents athlètes, donc différentes reprises. Reprise qui se fait mi-octobre en commun avec de Fartlek à VO2, du seuil en Wariner, j'en ai parlé la semaine dernière, là dans cette préparation-là, c'était du haut tempo, Mhm. c'est vraiment du haute zone 3 et endurance et montée. Donc on a les trois spectres. Ça ne Mhm. veut pas dire qu'on ne fait pas de spécifique 800, hein, il est déjà là, il est déjà colorié, mais c'est les lignes. Donc c'est pas un point clé, c'est juste quelque chose qu'on fait.
Ensuite, le tempo prend plus de place, vitesse, VO2 max en montée et sur piste. VO2 max toujours sur piste, enfin de plus en plus vite. Du tempo vers du spécifique et les montées qui vont de la vitesse typée 200 à typée 400. Mhm. Du spécifique, de la VO2 max sur piste ou en fartlek selon les semaines et selon les contraintes. Des séances très rapides de spécifique 400 et quelques rappels de seuil. Finalement, on n'a pas fait de rappel de seuil. Voilà. C'est la réalité du terrain, on n'avait pas assez de jours. Et là, C'est embêtant quand t'as pas assez de jours. on est ici, tout pile. Donc là, on est dans une phase de compétition. Il y a les premières compétitions sur piste le week-end dernier. Ouais. Et là, on attaque un bloc de compétition. Et, et voilà, ça c'est pour la saison hivernale, sachant que la saison hivernale est objectif, mais de toute façon secondaire. Parce qu'il faut quand même développer les bases et si on fait que un mois de base, on n'a pas le temps, à mon sens. Mhm. Et ensuite, voilà, j'ai une séance la semaine prochaine pour refaire la suite parce qu'on n'est pas encore tout à fait au clair. Et automatiquement, ça, c'est quelque chose qu'on a mis sur papier en septembre, octobre. Euh, il faut voir le calendrier qui va commencer à s'ouvrir, il faut voir les résultats de la saison hivernale, il faut voir plein de choses. Donc, c'est pas du tout prêt. Ok. Bah, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que tu peux avoir un plan global, une philosophie, mais que tu n'as pas nécessairement tous les détails de la planification qui sont pris en avance. Et il y a une partie qui se fait en amont, il y a une partie qui se fait sur le moment, sur le terrain, selon ce que tu vois, selon tes sportifs, selon tes besoins, selon le matériel, la logistique, etc. Et c'est dynamique, quoi. C'est ça, c'est un organisme vivant. Mais en fait, je pense que Tant c'est qu'il un commence pas à marcher tout seul, ça va, c'est mais ça. Mais c'est vrai que nous, on est deux à coacher hein, dans le groupe. Enfin, on est ouais. deux entraîneurs pour le groupe. Deux entraîneurs qui ont pas enfin, qui ont une philosophie commune forte vu qu'on coach ensemble, sinon on ne pourrait pas le faire, Mm. mais qui ont des caractéristiques différentes. On n'est pas, voilà, Davy était un coureur de 400-800. Davy, c'est quelqu'un qui coach depuis 10 ans, 15 ans maintenant, qui a une expérience du terrain qui est très grande et qui est très intéressante, objectivement. Enfin, il a plein de qualités. Et moi, je viens du steeple, hein, donc plutôt des disciplines d'endurance plutôt longues. Mm. Euh, moi, je suis scientifique, je fais de la recherche. J'aime quand c'est cadré. Donc, il y a des fois où on n'est pas tout à fait d'accord, ce qui est intéressant. Parce que c'est aussi pourquoi je fais ce métier et c'est aussi pourquoi je le fais à deux. Parce que j'ai pas forcément envie d'être que d'accord avec moi-même. J'ai aussi envie de partager ça avec des gens. Euh, et je pense que ça nécessite d'être, de prendre le temps de discuter, de prendre le temps de se dire ce qu'on veut faire, de prendre le temps de le mettre sur le papier et de prendre le temps de l'adapter. Mais c'est le plus beau métier du monde, hein, coach, c'est clair. Mais c'est un métier qui prend énormément de temps et qui est pas extrêmement rétributeur. Mm. C'est la réalité du métier suisse, mais je ne changerai pour rien au monde. Mais c'est clair que ça, c'est quelque chose qu'on fait 2 fois par année, où on se pose devant le papier général. Ensuite, on fait des plans pour un mois, généralement en hiver. Et puis en été, on fait des plans pour une semaine. On s'appelle tous les lundis matins et on fait le plan. Mais c'est, je pense aussi la richesse de ce que vous faites ensemble, c'est justement d'avoir ces conversations, c'est d'avoir ces échanges, d'avoir deux perspectives différentes mais complémentaires. Et je pense que c'est un atout inconsidérable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de pouvoir ne pas être d'accord, mais de continuer à se parler et de, au final, trouver un compromis
qui fera que vous avez un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Un compromis, c'est quand les deux parties sont pas contents, sont pas satisfaits, parce qu'ils ont dû lâcher un petit peu des deux. Donc, ce qui fait qu'au final, vous avez le meilleur des deux mondes et vous pouvez tout mettre ensemble et voir comment cette philosophie fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que. Mais c'est pas facile des fois, hein, parce que tu as envie de faire comme toi, t'as dit que tu voulais faire, tu vois. Ouais, Et, et en fait, bah, ça marche pas tout le temps. Mais c'est très riche, tu vois. Je suis pas sûr que le même métier tout seul, je pense déjà c'est extrêmement difficile. mhm. Quand tu as 30 athlètes à gérer, tu vois, on a beaucoup d'ados, hein. Ouais, ouais, Donc on les guide aussi. Enfin, on a notre impact sur enfin, on sait l'impact des coachs, hein, sur le développement des jeunes. Franchement, être deux, je trouve que c'est agréable. ouais, ouais, je Et ça pense. permet cet échange. Et c'est constructif, tu vois. Ouais, C'est jamais dans l'opposition. Enfin, je veux dire, on discute, on n'est pas d'accord, nos copines pètent un câble, mais on parle de ça à chaque fois quand on est en vacances. Enfin, on parle de ça quand on fait des repas les quatre. Enfin, voilà, ça nous anime et ça nous anime ensemble. C'est une ouais. passion commune et c'est super. Enfin, vraiment, je ne changerais ça pour rien au monde. C'est ce qu'on veut entendre, Max. C'est ça. Donc la suite, on verra, on refera une vidéo cet été pour la suite et la fin. Et j'ai repris ça aussi de Bruno, hein, qui nous indique quand même ces différents éléments. Le travail aérobie, qu'on va appeler, enfin, moi je vais appeler ça endurance fondamentale et seuil. Travail anaérobie, plutôt le travail de VO2 max, travail de technique de course, extrêmement important. C'est quelque chose auquel il accorde un point, une importance forte et j'ai trouvé ça passionnant Hmm. comme il le fait et j'essaye pas de reproduire parce que c'est pas le bon terme, mais de m'inspirer au mieux de ça. Ouais, Travail de force, aussi très intéressant. Ça a été dans les premiers à théoriser la force pour les coureurs bossé à l'INSEP dans les années 2000. Voilà. Et le travail de vitesse. Donc en gros, c'est clairement ce dont on a parlé aujourd'hui. ouais. On va gentiment conclure. Donc le 800 mètres, c'est ni du sprint ni de l'endurance. C'est entre les deux, ça a croisé des chemins. C'est de l'optimisation. J'ai tiré ce terme justement de l'article de Haugen et collaborateurs c'est Crossing the Golden Training. Ouais, Je vais en parler là, il y est dans les slides après. je l'avais mis en Euh, lien sur l'autre vidéo et on mettra les sources juste après. Ouais. c'est ça. Et il y a vraiment c'est de eux le maximisation, optimisation. Hmm. On doit tout le crédit. Pour moi, honnêtement, à coacher et à voir, c'est la plus belle discipline. Et ça me fait des insomnies souvent, le 800 mètres, mais c'est. Il est fan, le Max. Ah, je suis transcendé par le 800 mètres, c'est clair. Et un point qui est pour moi ben, crucial, c'est la phrase de Thierry Chauffin, entraîneur national aussi du 800 mètres. Il y a plusieurs façons de courir 2 minutes ou 1 minute 45 sur 800 mètres. Tout le monde, alors, je vais dire presque tout le monde, s'accorde sur les grands principes qui organisent la base. Mais ensuite, c'est comment est-ce qu'on va adapter le contenu au profil de chaque athlète, Mhm. idéalement à l'individu sur certaines séances et sur d'autres au profil. Je pense que c'est bien suffisant. Top. Donc, nous voilà à la fin de cette petite présentation. Petite bien fournie quand même, hein. T'as fait un sacré taf en tout cas, Max. Ouais, c'est pas du travail, ça, c'est les hobbies, ça. Ça, c'est juste pour s'amuser qu'on fait ça. C'est ça. Donc, non, non, enfin, moi j'adore, hein. C'est clair que mon côté scientifique, mon côté entraîneur, enfin, quand je dois en parler, je suis tout à fait fasciné par ça.
On va en profiter hein, pour ceux qui nous regardent encore jusqu'à la fin, là, tout au bout de la présentation. Si vous avez d'autres questions pour Max sur différentes distances de course, sur différents aspects de la course à pied, il est toujours partant, il est toujours chaud pour faire du contenu, Max, que ce soit sur sa chaîne, sur son Insta ou ici. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Max, tu as de la place en termes de coaching à l'heure actuelle, s'il y a des gens qui seraient intéressés? Oui, ouais, on a de la place, ouais. On a de la place. Super. Et On commence gentiment à plus en avoir des masses, mais ça sature un petit peu, on a encore un peu de place. c'est bien ça, félicitations. C'est toujours une Merci. bonne chose Un bon quand, problème. quand on arrive à capacité. Donc pour ceux et celles qui voudraient plus d'infos et potentiellement travailler avec Max et Davy avec OnTrack, le lien est dans la description également et sur leur site directement OnTrack Swiss avec des traits d'union entre chacun des trois mots on trait d'union track trait d'union Swiss swiss.ch pour les contacter directement. Et super. Merci infiniment. C'était un Merci à plaisir en toi, tout cas Max. de présenter ça. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de penser, de mettre sur papier les choses qui sont dans ma tête. Exactement. Et maintenant de les confronter au reste du monde et de voir ce qui se passe. Exactement. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, je serais content qu'on ne soit pas d'accord. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec des questions supplémentaires, avec des remarques, des retours. Comme l'a dit Max et comme on l'a répété plusieurs fois, l'échange et le désaccord, ça peut être fait sainement et de manière productive. Donc, n'hésitez pas à partager vos perspectives en commentaire et ça fera continuer la conversation. Exact. Merci à tous. Merci Max. Merci à toi, mon ami.